Salut les enfants perdus et bienvenue sur Archeo Toys. Si je vous demande quel est le plus grand sportif que la France ait jamais connu, vous allez sans doute me répondre Zinedine Zidane ou bien Gianni Longo ou Tony Parker. Mais aucun d'entre eux n'arrive à la cheville d'André le Géant. Je veux dire littéralement, du haut de ses 2,24 m pour plus de 240 kg, Andrei Roussimoff, de son petit nom, a laissé son empreinte au panthéon des athlètes de légende. Mais si cette figure a marqué aussi bien le public américain que japonais, on l'a quelque peu oublié dans son pays natal. Il a pourtant inspiré des centaines de produits dérivés, et les petits catcheurs Hasbro lui doivent beaucoup. Vous l'avez compris, aujourd'hui dans Archeo Toys, on va parler de catch. Plus de 30 ans après la disparition de ce monument de la culture pop, je vous propose de revenir sur l'étrange destin de la 8e merveille du monde. Et cette vidéo vous est présentée par Hobby Genki. La boutique la plus cool d'Osaka vous propose comme à son habitude le meilleur du collecteur japonais. Évidemment, vous profitez d'une réduction de 500 yens sur votre prochaine commande avec le code ArcheoGenki 500, mais en plus, vous pouvez les cumuler avec les nombreuses promotions en cours. Dragon Ball, One Piece, Pokémon, Hokuto no Ken, ils sont tous là. Plus besoin de prendre l'avion, ils sont à portée de main depuis votre canapé. Hobby Genki, c'est aussi une chaîne YouTube, avec des reviews, des unboxings et des annonces de produits pour être sûr de ne rien rater. Et non seulement vous y trouverez tout un tas d'exclusivités en précommande à des tarifs qui feraient rugir le mont Fuji, mais en plus, le SAV est entièrement dans la langue de Bernard Minet. Alors n'attendez plus pour aller jeter un œil chez Hobby Genki. Mais trêve de réclame, revenons à nos marmules. Et non, le catch ce n'est pas uniquement un ring, un arbitre et des costauds en slip coloré. C'est la rencontre entre deux athlètes, deux rocs, deux péninsules qui se fracassent dans des ballets tectoniques. Et les mises en scène martiales, c'est pas vraiment nouveau. On sait aujourd'hui que les gladiateurs, ces combattants antiques à l'affiche dans les nombreux cirques installés dans le monde romain, avaient probablement des carrières bien plus longues que ce que laisse suggérer le cinéma. Et que ce soit les sumotori japonais ou les lutteurs dogon, le public du monde entier se fait nombreux pour assister à ces combats spectaculaires. D'ailleurs, la France s'est aussi forgé une longue histoire de duels plus ou moins théâtralisés, avec un certain goût pour les combats à main nue contre des ours. Très populaire dans les Pyrénées, la pratique a perduré jusqu'à la fin du 19e siècle. Et on sait qu'en 1877, Peter, l'ours boxeur des Pyrénées, a fait une tournée aux USA où il affrontait tout combattant se portant volontaire selon les règles. Bon, les griffes et les crocs de Peter avaient été arrachés pour l'empêcher de gagner trop facilement. Ce type de pratique barbare va prendre son essor avec les foires itinérantes, qui présentent aussi bien des tours d'acrobates ou des spectacles de monstres. Et l'une de leurs spécialités, ce sont évidemment les défis, avec des épreuves de force, la plus connue restant le marteau, mais aussi et surtout des duels face à des champions, avec un prix à la clé, parfois un jambon, parfois un peu de monnaie. Ces combats de foire ne sont pas encore du sport et pas tout à fait du spectacle. Il faut attendre le milieu du 19e siècle pour que les membres de la haute société ne fixent des règles claires. Mais loin de la violence des combats face à des ours, ces messieurs cherchent à retrouver la pureté des sports antiques, avec ce que l'on appellera la lutte gréco-romaine. Un style académique porté par les Jeux Olympiques qui va peu à peu être concurrencé par une pratique un peu plus populaire. Le strong catch ou catch-a-can, littéralement attrape-moi si tu peux. C'est une variante plus ou moins libre avec l'autorisation des crochets et des étranglements. Pendant l'entre-deux-guerres, les sports de combat sont à la mode, et le boxeur Marcel Cerdan, devenu champion du monde des poids welter, amène toute une génération de petits Français à monter sur le ring. Toutefois, c'est véritablement à la Libération que l'Hexagone va plonger la tête la première dans le catch, avec ses codes et ses costumes bariolés. Et justement, notre histoire commence en 1946, lorsque le petit Andrei Roussimoff voit le jour dans une famille de réfugiés d'Europe de l'Est installée dans une ferme près de Coulommiers. Les conditions sont spartiates, mais le couple Roussimoff, qui a connu l'école de travail avant d'arriver en France, trouve là l'occasion d'un nouveau départ. Et le petit André est leur premier enfant à naître dans leur nouveau pays. Ces premières années se passent sans encombre, mais peu à peu, leur fils dépasse d'une tête ses camarades de classe. À 9 ans, il dépasse son institutrice. À 12 ans, il a atteint le 1,90 m pour 110 kg. Sa taille l'empêche de monter dans le bus scolaire, c'est donc un voisin pour lequel a travaillé son père qui propose de le transporter à l'arrière de sa camionnette. Ce voisin, c'est Samuel Beckett, auteur de théâtre mythique, réfugié à la campagne après le succès de sa pièce En attendant Godot. Mais André quitte rapidement l'école.
persuadé qu'il n'a pas besoin d'en savoir plus pour aider à la ferme familiale. Pendant quelques années, il travaille en famille et continue de grandir, encore et encore. Ses dimensions gigantesques l'empêchent de partir pour le service militaire, et ça tombe bien, puisque l'année de ses 17 ans, il est remarqué par le manager d'une école de catch parisienne pendant qu'il coupe du bois. L'entraîneur est subjugué par la taille de ce bûcheron qui semble tout droit sorti d'un conte pour enfants. Et vous serez sans doute surpris d'apprendre qu'au milieu des années 60, le catch est très populaire en France. Il a le droit à son émission hebdomadaire chaque dimanche sur l'ORTF en direct des galas parisiens. C'est un peu l'âge d'or du catch français, avec des gloires comme l'Ange Blanc, un mystérieux catcheur masqué qui se fait connaître en combattant des figures comme le Bourreau de Béthune ou le Dragon de Bagnolet. Avec ses dimensions hors du commun, André Roussimov ne peut espérer rivaliser de souplesse, mais il surprend tout de même par ses chutes vertigineuses. Impossible d'égaler son allonge. Après avoir appris les bases de son art, il rejoint le circuit des galas, qui font très vite salle comble. C'est que tout le monde veut voir celui que la rumeur dit fort comme 5 hommes. L'un de ses premiers noms de scène, c'est Géant Ferré, en référence à un personnage semi-légendaire de la guerre de 100 ans qui aurait massacré les Anglais à coups de hache avant d'aller se coucher. André va sans surprise remporter le titre de champion de France, mais l'Hexagone se fait trop petit. Il est appelé pour des tournées à l'international. D'abord au Japon, où sévit un autre géant, Giant Baba, champion intercontinental poids lourd du haut de ses 2,08 m. Mais c'est contre Strong Kobayashi qu'André va lutter lors de ses premiers rendez-vous à Tokyo. Une tête plutôt connue puisqu'il jouait le monstre dans la série Bioman, et c'est lui qui courait après les participants dans Takeshi's Castle. Pendant ce premier séjour nippon, André est amené à passer des examens médicaux, et ce sont les médecins japonais qui vont lui révéler la cause de son gigantisme. Tout comme Giant Baba, il est atteint d'acromégalie, une maladie rare influant sur la production d'hormones de croissance. Cela explique pourquoi André continue de grandir encore et encore. Ses mains, ses pieds et son menton ne cessent de s'allonger. Problème, son cœur, qui est déjà 3 fois plus gros que la moyenne, doit pomper toujours plus. Et ses articulations supportent non seulement son poids, mais également les coups liés à son sport. Le seul moyen d'arrêter sa croissance est de l'opérer. Un protocole déjà effectué avec succès pour traiter Giant Baba, qui souffrait de la même maladie. Mais André refuse. La perspective d'être opéré sans anesthésie et de peut-être tout perdre le terrifie. C'est que son quotidien est déjà fait de douleurs en tout genre. Rien n'est taillé à la mesure d'un géant. André passe ses journées à se cogner dans les portes et les chaises ne résistent pas très longtemps à son poids. Il décide donc de partir pour le Canada, porte d'entrée parfaite pour le nouveau monde qui l'attend. Celui de star. Il a travaillé ses looks. Ses longs cheveux bouclés le rendent visible même du dernier rang. En 1973, il est embauché par Papi McMahon pour intégrer la plus grande ligue de catch du monde. Et il faut au moins ça pour André, qui fait figure de parfait babyface, particulièrement populaire chez les fans. Il va enchaîner les tournées avec des combats en tout genre, comme lorsqu'il reçoit une boule de feu de son adversaire en 74, ou quand il combat le boxeur Chuck Wepner, qui avait inspiré le scénario de Rocky après avoir affronté Mohamed Ali. D'ailleurs, cette rencontre va être reprise dans la scène d'intro de Rocky 3, où Sylvester affronte un catcheur, en la personne d'Hulk Hogan. Mais on y reviendra. André est lui aussi demandé par Hollywood, ce que les McMahon refusent. Mais il est tellement populaire qu'ils ne pourront l'empêcher de tourner en 75 dans la série L'homme qui valait 3 milliards, sous un costume de Bigfoot cyborg. Le personnage aura le droit à sa poupée chez Kenner, un monstre poilu qui servira de base à celle de Chewbacca 2 ans plus tard. Et en coulisses, le corps d'André accuse de plus en plus le coup. Un matin, il se brise la cheville en se levant de son lit. Mais personne n'est là pour le stopper. En ce début des années 80, Vince McMahon Jr., qui a récupéré la firme familiale, souhaite se lancer dans une aventure d'un genre nouveau, le pay-per-view, ni plus ni moins que de la télé à péage. André attire toujours les masses, mais l'écurie a besoin d'un gendre idéal pour atteindre la ménagère et les jeunes. Et c'est là qu'intervient Hulk Hogan, dont la moustache blonde et le slip jaune et rouge vont devenir les principaux ambassadeurs du catch nouvelle génération. Grâce au câble, McMahon pourra lui-même gérer la diffusion de ses grandes messes du catch et pousser dans les médias grâce à ses stars. C'est ainsi que va naître WrestleMania, un show planétaire retransmis en direct du Madison Square Garden le 31 mars 1985. Ce soir-là, André se contente d'un défi où pour 15 000 $, il doit placer des prises et de toute façon il distribuera l'argent au public. La grosse affiche, c'est un combat entre Hulk Hogan et Mr. T, arbitré par Mohamed Ali en présence de Cyndi Lauper. Wow! C'est la phrase la plus années 80 que j'ai jamais prononcée de ma vie. J'ai un goût de tang dans la bouche. Et ce n'est pas un hasard si la même année, nos catcheurs ont droit à leur propre série animée, produite par la DIC.
Bon, on ne les verra presque jamais combattre sur le ring, probablement pour éviter que les enfants tentent un German suplex dans le salon et tuent leur petite sœur. Le fabricant de jouets LJN proposera pour la première fois des figurines de catch de la WWF. Et l'année suivante, pour WrestleMania 2, André est encore une fois mis hors concours avec un match qui frise le n'importe quoi. Un Royal Rumble avec 20 adversaires qui mélangent aussi bien des catcheurs que des stars du football américain. André gagne, forcément, mais on perçoit la douleur que lui inflige cette épreuve. De toute manière, il est temps pour André de commencer à penser à sa reconversion. En 86, il part pour l'Irlande afin de tourner le génial Princess Bride, un conte aussi épique que romanesque qui lui permet de montrer une autre facette de son talent. Toutefois, sa carrière va entrer dans son dernier round avec un événement historique. Début 87, le monde entier se prépare à un match de légende. Après un retournement scénaristique, André le Géant se retrouve face à Hulk Hogan, alors qu'ils avaient pourtant toujours été amis. Et je trouve le scénario inventé pour l'occasion absolument drôlissime, alors que c'était pas vraiment le but. Ils vont faire ça en toute subtilité. Tout commence quand le moustachu en maillot jaune reçoit une énorme coupe pour célébrer son talent. Ce à quoi André le félicite avec une poignée de main un peu trop appuyée. Et la semaine suivante, notre géant reçoit lui aussi un trophée, mais un peu plus petit. André, que la publicité dit invaincu depuis 15 ans, finit par défier Hulk Hogan pour WrestleMania 3. Le match a lieu devant près de 100 000 spectateurs en direct depuis Détroit et sera retransmis chez nous sur Canal+. Il s'agit avant tout de couronner Hulk Hogan pour de bon. André le Géant est soulevé par un adversaire et projeté au sol. La rivalité entre les deux colosses sert surtout à rallonger la sauce tant qu'André le peut. Et si les performances de notre héros sont de plus en plus limitées, les jouets à son effigie continuent de se vendre comme des petits pains. On le retrouve évidemment en jeux vidéo, notamment en 89 sur NES, mais c'est bien Hulk Hogan qui occupe toutes les publicités. Et André est absent de la tournée en Europe, qui propose pourtant de combattre à Paris-Bercy. Il est alors âgé de plus de 40 ans, il a dépassé l'espérance de vie que lui avaient prédit les médecins, mais son état de santé général le contraint à prendre de longues pauses. Il retourne au Japon pour d'ultimes combats de gala, mais notre géant est presque incapable de marcher tant la douleur est grande, et encore moins de grimper sur le ring. Alors les promoteurs vont le déplacer grâce à un petit chariot à moteur. Oh, ça n'avait pas empêché Capcom de lui rendre hommage dans ce qui aurait dû être la suite de Street Fighter premier du nom, et qui est devenu Final Fight. Développé sous le nom Street Fighter 89, Beat'em All aurait dû mettre Ken et Ryu face à Andor, une copie conforme d'André. Dans Dragon Ball, on a un géant du nom d'Antoine, qui va permettre au minuscule Krillin de faire ses preuves. Et on retrouve André encore aujourd'hui dans One Piece, avec André, un membre de l'équipage de Barbe Blanche, à la coupe bien reconnaissable. André apparaît à nouveau à la télévision dans un épisode de Zoro, mais en janvier 93, le décès de son père l'amène à rentrer dans son pays natal, et quelques jours après l'enterrement, il est retrouvé mort dans la chambre d'hôtel qu'il occupait. André Roussimoff aura permis à ce sport-spectacle d'atteindre des sommets. Véritable star internationale, il est probablement le dernier des Freaks. Un corps plus grand que nature qui lui aura permis d'aller plus loin et plus haut qu'aucun athlète ne l'avait rêvé jusque-là. Mais même dans l'au-delà, sa taille hors norme va lui causer quelques dernières péripéties. Dans son testament, André avait demandé à être incinéré, mais les seuls crématoriums parisiens capables d'accueillir de telles mensurations étaient réservés aux vétérinaires. C'est donc de l'autre côté de l'Atlantique que ces dernières volontés vont être respectées, et ses cendres furent dispersées dans son ranch de Caroline du Nord. Sa gentillesse et sa douceur, célébrées par la plupart de ses partenaires de Princess Bride, a même inspiré à Billy Crystal le scénario du film Le Géant et moi, sorti en 98. On y suit un géant roumain, joué par le basketteur Ior Morichan, aux prises avec un impresario qui veut faire de lui une star de cinéma, en dépit d'un problème cardiaque qui le condamne. 3 décennies plus tard, le géant de Coulommiers n'a rien perdu de son aura, et ce sont des millions d'amateurs à travers le monde qui continuent d'entretenir sa mémoire, de New York à Tokyo, en passant par Mexico, et maintenant par chez vous. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme d'habitude, elle a grand besoin de vous pour vivre, alors partagez-la au maximum, que ce soit sur vos réseaux sociaux ou à vos amis les plus intimes. Arkeo Toys est de retour avec un nouveau décor, et on reprend notre rythme de croisière avec 2 vidéos par semaine. Alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et mettez la cloche pour ne rien rater. Quant à nous, on se retrouve très vite, et en attendant, n'oubliez pas que vous avez été des géants. La vache légère, moi j'ai compris, elle a du goût. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle se prend bien. Elle a du goût, compris? Oui, mais avoue qu'elle se prend bien. Paul, une lavette légère. Voyons les gars, au lieu d'en parler, faites donc comme moi. En tout cas, moi j'ai compris. Que ce soit pour le goût ou parce qu'elle se prend bien,
Avez-vous remarqué combien de vrais buveurs de bière choisissent la batte légère? Ça se comprend, c'est une labatte.